Smart & the City, le podcast du groupe RATP dédié à la ville intelligente et à la mobilité durable d'aujourd'hui et de demain. Véhicules autonomes, start-up ou encore big data et transport public, autant de sujets que nous aborderons tout au long des épisodes de cette première saison. Nous recevons pour ce premier numéro Valère Pelletier, directeur de la stratégie et du développement du groupe RATP, Guillaume Mathieu, fondateur de Citizen Mobility, et Céline Dubois, business developer de Cityscoot. Le groupe RATP et les startups, mariage de raison ou mariage de passion, c'est le premier épisode de Smart & the City et c'est animé par Benoît Zante du média Petit Web. Et on débute tout de suite par les objectifs du groupe RATP dans le cadre des collaborations avec ces startups. Alors on peut dire que les objectifs du groupe RATP sont en fait de deux grands ordres. Le premier objectif, ça sera la création de valeur, de manière assez peu originale et j'y reviendrai. La seconde, c'est dans la détection des grandes tendances qui sont stratégiques pour le groupe. Donc pour la création de valeur, le groupe, il faut le rappeler, le groupe RATP qui est présent dans 14 pays, gagne sa vie, on le connaît bien à Paris, ses activités parisiennes sont connues, on connaît un peu moins ses activités concurrentielles en dehors de Paris, donc à travers 14 pays, où nous gagnons des appels d'offres auprès de grandes collectivités qui veulent confier leur transport public à un expert du secteur. Et dans ce cadre-là, les collaborations que nous créons avec ces startups et ces jeunes entrepreneurs nous permettent de nous différencier dans ces appels d'offres, puisque la tendance claire sur le marché est de tendre à la multimodalité, c'est-à-dire que les villes ne reposent plus seulement sur les transports qu'on pourrait qualifier de traditionnels, mais aussi sur les nouvelles mobilités, les nouveaux modes de fonctionnement et de se déplacer qui permettent d'avoir cette multimodalité. Donc c'est d'abord un élément de différenciation dans le gain de ces appels d'offres, et de manière plus fondamentale peut-être aussi, ces nouvelles pépites représentent pour nous des leviers de diversification, donc d'aller chercher des nouveaux métiers, des services urbains. Et la RATP a dans sa stratégie une diversification vers tous les services urbains à la ville. D'accord. Du coup, Citizen Mobility, qu'est-ce que c'est et c'est quoi le pitch en quelques minutes? Alors, on connaît tous autour de nous une personne fragile, dépendante ou handicapée, que ce soit une personne âgée, un enfant ou un adulte. Et pour ces personnes, c'est très compliqué de se déplacer dans la ville avec l'offre de transport public classique, avec les taxis ou avec les chauffeurs privés classiques. Alors, Citizen Mobility, la mission, c'est quoi? Eh bien, c'est de permettre à ces personnes de pouvoir se déplacer librement, facilement, en toute sécurité, grâce à un service de chauffeur compagnon pour se déplacer de son appartement jusqu'à sa place assise dans le train, à l'accueil de son médecin, pour aller faire une course, pour aller à une sortie, pour aller à la mer, de façon complètement sécurisée. D'accord, donc vous êtes sur un public plus spécifique, alors que Cityscoot, vous êtes sur un modèle plus large. Les Parisiens commencent à bien vous connaître, depuis peu les Niçois aussi. Est-ce que vous pouvez rappeler un peu, résumer ce qu'est Cityscoot, Céline Dubois? Oui, Cityscoot, c'est un service de scooter électrique partagé sans borne de recharge. Le service a effectivement été lancé il y a 2 ans à Paris par donc, le fondateur Bertrand Fleurose, qui est lui-même féru d'innovation. Donc, le lancement d'Autolib à l'époque avait attisé sa curiosité et lui-même conducteur de 2 roues avait imaginé ce service et on a donc tout développé en interne pour rendre ce scooter connecté et pouvoir très simplement réserver un scooter depuis son smartphone. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous partager? Bien sûr. Nombre de salariés, de clients? Alors aujourd'hui, donc après 2 ans d'existence, on décompte 130 salariés et d'ici la fin de l'année, puisque grâce à l'investissement notamment de la RATP, on va ouvrir 4 villes l'année prochaine. Donc d'ici la fin de l'année, il y aura à peu près 200 recrutements de plus. Et donc on a à date aujourd'hui 1600 scooters à Paris. On vient de lancer une bêta à Nice et le lancement généralisé aura lieu en juin. Et on va ouvrir, on a annoncé donc l'ouverture du service à Milan et à Genève et une autre grosse ville de France avec laquelle on est en train de discuter et voilà, et d'autres qu'on est en train de regarder de près. Guillaume, est-ce que vous pouvez nous raconter quand vous avez rencontré les équipes de la RATP, du groupe RATP? Et est-ce que ça a changé quelque chose pour vous dans votre vie depuis l'investissement il y a quelques mois, même 1 an à peu près? Donc quand une jeune start-up adresse le marché des collectivités, c'est assez difficile d'y aller tout seul. Donc pouvoir s'appuyer sur un acteur puissant comme le groupe RATP, c'est assez fondamental. Par ailleurs, moi, comme je disais précédemment, je viens du transport public où je m'occupais de services de transport à la demande. Et quand j'ai créé Citizen Mobility,
il était prévu pour moi de nous adosser à un moment donné avec un groupe de transport public. Voilà. Et donc le groupe RATP est un des principaux leaders mondiaux du transport public, présent sur 4 continents. Donc c'est évidemment un appui fondamental pour nous, pour adresser le marché des collectivités. Et d'ailleurs, côté RATP, groupe RATP, qu'est-ce que ça change pour les équipes d'avoir ce type de collaboration avec des startups, avec une autre façon de travailler la mobilité, de considérer les déplacements en ville? Est-ce que ça change la culture de l'entreprise aussi? Alors d'abord, c'est passionnant. C'est passionnant parce que c'est une culture qui est très différente. C'est une dynamique on parle aux fondateurs, donc aux gens qui ont eu l'idée initiale, qui la développent avec un attachement qui est très particulier et qui est très appréciable. Je pense aussi que ce qui est assez notable, c'est une des grandes différences entre nous et de laquelle on apprend beaucoup, c'est le rapport au temps. La vélocité, la vitesse d'entités qui sont toutes petites est un grand enseignement, c'est-à-dire qu'elle nous permet de remettre en question dans nos équipes la façon dont on travaille. Je pense aussi que c'est intéressant, rien que pour dynamiser le travail au quotidien de nos collaborateurs qui voient souvent les grands groupes comme des équipes pléthoriques et assez procédurières, ça permet au quotidien dans cet échange-là d'avoir un travail qui, même dans un grand groupe, a la séduction qu'on peut trouver dans les startups. D'accord. Et du côté de Cityscoot, la collaboration, la prise de participation est vraiment très récente. Est-ce qu'il y a déjà des ponts qui se sont créés, des synergies, des connexions entre le groupe RATP et vos équipes? Oui, effectivement, c'est très récent, ça date de janvier de cette année. Mais on a constaté un vrai intérêt côté RATP pour le service. Et effectivement, on creuse des sujets de collaboration, notamment côté opérationnel avec les équipes logistiques. Ça, c'est déjà en cours. Et pourquoi pas ensuite, justement, dans la logique de compléter l'offre, on commence à regarder certaines villes où on pourrait nous-mêmes, du coup, venir compléter l'offre RATP. Donc oui, beaucoup de choses déjà en cours. C'est intéressant sur le côté opérationnel, comme on l'évoque à l'instant. On a des exemples assez pointus sur la recharge électrique, sur les batteries électriques, où et l'un et l'autre, et Cityscoot et le groupe RATP, on a des compétences qui sont assez complémentaires. Cityscoot qui est évidemment au goût du jour de tout ce qui se fait dans la Silicon Valley, des nouvelles évolutions et qu'il peut incorporer à sa gamme de produits de manière très rapide. Et nous, RATP, qui avait une connaissance de la mobilité électrique, on va dire, fondamentalement assez solide, costaud. J'en veux pour preuve le grand programme qu'on a lancé qui s'appelle Bus 2025, qui est le passage à l'électrique et aux énergies propres de l'intégralité de nos 4600 bus à Paris, qui est le plus grand programme de ce type en Europe. Et à ce titre-là, on a une compétence qui est assez complémentaire, puisque notamment en termes de tout ce qui est ICPE, donc c'est les installations classées en énergie, on va amener à des gens qui ont une compétence différente, une complémentarité qu'eux aussi recherchent, je pense. Oui, tout à fait. Il y a une expertise technique côté RATP sur ces sujets. Et nous, on amène des nouveaux produits qu'on a fait développer, notamment sur la recharge rapide et grâce à des batteries au lithium. Donc, c'est très complémentaire comme expérience. D'accord. Est-ce que vous avez déjà des exemples à l'étranger où vous avez, côté RATP, emmené avec vous des startups dans des appels d'offres Alors vous noterez qu'on a un tropisme assez français, hein. Les startups dans lesquelles on investit sont d'abord françaises. Néanmoins, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de partager avec elles l'expérience qu'on a d'être une entreprise française et se développer avec succès à l'international. J'évoquais le fait qu'on est présent dans 14 pays et on compte partager avec les startups que nous choisissons cet enrichissement et cette culture du développement à l'international. Notamment, c'est une des raisons pour lesquelles nous, groupe RATP, on a été très intéressés par le développement de Cityscoot, parce que dans sa roadmap, il a clairement un développement dans 4 villes européennes cette fois. Et d'ailleurs, du côté de Citizen Mobility, est-ce qu'il y a aussi des projets à l'international dans de nouveaux pays ? Alors nous, très concrètement, le projet de la première roadmap 2018-2019, c'est le développement en France auprès des territoires. Et par la suite, évidemment, nous irons voir à l'international. Mais la première étape, c'est le développement en France. D'accord. Et côté Cityscoot, on en a parlé, vous avez 4 villes en Europe en cible. Ensuite, le but, c'est d'aller en dehors de l'Europe. Il y a quoi comme projet ? Oui. On n'a pas identifié de liste. On a des pistes. Mais effectivement, oui, bien sûr, hors de l'Europe, parce que ce sera dès 2019. Je dirais que ce sera en fonction des opportunités aussi, et des appétences des villes, et l'accompagnement aussi de la RATP, de son souhait qu'on le fasse ensemble.
Vous avez déjà un énorme chantier tous les deux pour porter dans de nouvelles villes vos services. Mais est-ce qu'il y a aussi je sais pas, d'autres services, d'autres offres qui, à votre sens, manquent à l'échelle de la ville d'aujourd'hui et qu'il faudrait développer, que ce soit dans vos entreprises ou dans d'autres projets? Alors je dirais qu'on vit une époque absolument passionnante dans le monde de la mobilité. On est en pleine mutation sur ce secteur. Il y a une quinzaine d'années, le monde de la mobilité se réduisait à deux grands domaines. La voiture privée individuelle, le secteur privé individuel d'un côté avec la voiture et le secteur public collectif avec le transport public. Et progressivement, on a vu ces deux mondes se rejoindre avec le transport privé individuel, aller sur des offres de services de transport privé collectif avec des opérateurs de voitures qui ont créé des services d'autopartage, et le transport public qui a créé des offres de transport public individuel avec le vélo en libre service, la voiture en libre service, et énormément de nouvelles startups arrivées dans cet écosystème sur des offres d'autopartage, de covoiturage et des offres technologiques. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce monde est en train de changer en termes de multitude d'offres, mais également en termes de modèle économique. Et cette phase de transition qu'on est en train de vivre, c'est également une phase de transition en termes de modèle économique. On n'a plus d'un côté le monde privé avec la voiture et de l'autre côté le monde de la délégation de services publics avec le transport public. On a des nouveaux modèles directs qui sont en train d'émerger sur le marché, et donc il y a un écosystème qui va évoluer. Oui, je suis complètement d'accord avec ce que dit Guillaume. L'innovation, elle est riche. On constate tous les jours dans le domaine de la mobilité nouvelles idées, des nouveaux produits. Donc, c'est très riche de ce point de vue-là. Et je partage le point qui est de dire, finalement, c'est plutôt, je pense, aussi une prise de conscience globale, et en ce inclut des pouvoirs publics, de dire, de plus distinguer forcément les deux environnements purement privés et publics. Je pense que il y aura des choses un peu peut-être hybrides en termes de financement, ou en tout cas ce qu'on attendra, c'est rendre les choses possibles et fluides d'un point de vue de la réglementation, pas freiner l'innovation, et aussi permettre à nos entreprises de pérenniser leur modèle économique, parce qu'il y a quand même des gros investissements derrière. Donc je pense que ça sera un des enjeux. Et du côté du groupe RATP, est-ce que vous avez identifié des sujets, des services qui manquent au sein de la ville aujourd'hui? Alors peut-être pour revenir sur ce que disait Guillaume, on a une tendance effectivement à l'hybridation. Un exemple récent, on a gagné, nous, groupe RATP, un contrat en Ile-de-France pour faire du transport de personnes à besoins spécifiques, les PMR, personnes à mobilité réduite, pour lequel, donc c'est un contrat de DSP, délégation de service public, qui est un mode assez traditionnel de contractualisation, dans lequel on a, nous, groupe RATP, fait cette hybridation, puisqu'on a réussi à porter à bord les gens de Citizen Mobility qui vont fournir une partie du service. Donc on peut déjà voir, on va dire, les étincelles de cette hybridation. Plus généralement, si j'avais un souhait, ou si je vois une tendance qui se dégage, c'est celle de la multimodalité dont on parle depuis assez longtemps, sauf que là elle commence à devenir assez concrète. Nous, nos thermomètres de la mobilité, entre guillemets, nous indiquent qu'il y a des frémissements assez nets en termes de nombre de fois où je vais avoir dans ma journée un nombre de modes utilisés supérieur à 1 voire 2, qui est la tendance, c'est souvent 1 voire 2, c'est-à-dire je vais prendre le vélo puis le métro, ou bien ma voiture puis le RER par exemple, c'est souvent 1 voire 2. Là, de plus en plus, on va avoir 3, 4 modes dans la journée, puisque je vais prendre certes le classique pour aller au boulot, mais une fois dans l'urbain plus dense, je vais cette fois prendre le vélo quand je suis en local, ou bien le scooter, ou bien tout mode, puisque maintenant le foisonnement fait qu'il y a de plus en plus de multimodalité. Elle devient réalité, alors que ça fait longtemps qu'on en parle, là elle devient réalité, notamment grâce aux outils digitaux qui permettent de mettre en exergue, en donnant de la bonne info aux voyageurs, la disponibilité de ces services. Et si on se projette à 10, 20 ou 30 ans, si on tire le fil, comment vous voyez évoluer le sujet de la mobilité, la façon de se déplacer à l'échelle des villes? Vous avez une idée? Alors ce qu'on observe, il y a d'abord une tendance fondamentale qui est l'autonomie, l'automatisation des véhicules. Si on est à 30, même voire 10 ans, on commence à en parler. Il y a eu des annonces pas plus tard qu'hier avant-hier dans la presse sur quelle est l'ambition que nous, au niveau français et au niveau régional en Ile-de-France, les pouvoirs publics veulent doter la France de leviers puissants pour être les premiers sur le véhicule autonome, pour être les premiers en Europe, voire au-delà. Donc une grande ambition du côté des pouvoirs publics. Et ça, c'est une grande tendance, c'est le véhicule autonome. La deuxième grande tendance, c'est celle de la décision qui va devenir de plus en plus individualisée et d'initiative privée de la façon dont on se déplace au quotidien. C'est-à-dire que les gens vont libérer, en se détachant petit à petit du véhicule personnel, ils vont libérer un budget dont ils vont maintenant avoir la gestion plus librement pour décider la façon dont chaque jour je me déplace.
Voilà. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de subventionnement public et de décisions publiques. On voit une tendance à ce que le foisonnement des offres d'initiatives privées et de décisions privées vont être plus élevés que ça ne l'est aujourd'hui. Je partage complètement ça, et c'est cette multimodalité et ces nouveaux modèles économiques qui permettent en fait au final cette individualité et la maîtrise et le contrôle de son budget transport, parce qu'en fonction de mon contexte de mobilité, mon contexte de vie, mon motif de déplacement, j'ai plus le choix contraint du transport public ou le choix contraint de devoir acheter une voiture. J'ai une offre réellement multimodale qui, en fonction du contexte, me permet de prendre un vélo et puis de revenir en métro s'il pleut, d'appuyer sur un bouton pour avoir un véhicule autonome qui arrive, ou de téléphoner pour avoir, en ce qui nous concerne, un conseiller spécifique qui, avec attention, va envoyer un véhicule spécialisé pour transporter une personne qui a un besoin spécifique. Et c'est vraiment cette multimodalité et ces nouveaux modèles économiques qui permettent en fait aux citoyens d'être maîtres de sa mobilité, libres de sa mobilité. Et si on se rapproche plus proche de nous, est-ce que les Franciliens, les Parisiens peuvent déjà attendre concrètement des changements dans leur vie quotidienne grâce aux collaborations entre le groupe RATP et des startups comme Citizen Mobility ou Cityscoot? Il y a déjà des choses qui peuvent arriver dans les mois à venir? Donc on citait tout à l'heure le cas très francilien justement et très concret d'un appel d'offres que nous avons remporté, dans lequel, au sein de ce contrat public de DSP, est incorporé des services innovants de la startup Citizen Mobility. Et je pense que de plus en plus, et notamment pas que pour l'hypercentre, en fait, c'est qu'on pense assez vite, c'est l'hypercentre parisien qui va bénéficier de cette multimodalité. C'est pas si simple, hein. Il ne faut pas simplifier au seul hypercentre. On voit qu'il y a des cas de figure, et le véhicule autonome va être assez porteur sur ces sujets-ci, de desserte des premières, deuxièmes zones urbaines, donc couronne à Paris, dans lesquelles la combinaison mode lourd du mass transit que sont le RER par exemple, avec de la desserte pour le dernier kilomètre, mais aussi pour le premier kilomètre, parce qu'on parle toujours du dernier, mais il faut aussi se rendre le matin à la station de RER, donc le premier kilomètre est aussi important, où le véhicule autonome pourrait être un très bon complément au mass transit. Et ce qui est également enthousiasmant ou intéressant aujourd'hui, c'est que dans le transport, depuis quelques années, on parle des nouveaux acteurs de la mobilité, des Google qui prendraient le contrôle de la mobilité, ou d'autres acteurs en dehors de l'écosystème historique. Et donc là, on voit que les groupes de transport public historiques se mobilisent pour agréger ces nouvelles offres de mobilité, pour être réellement dans une logique de multimodalité. Et donc, il y a une évolution également intéressante à ce niveau-là, parce que l'offre de mobilité au sein d'une ville intelligente, c'est pas simplement des algorithmes. Un groupe multimodal, c'est un opérateur de mobilité, donc c'est de l'humain et de la technologie. C'est complexe techniquement, organisationnellement, en termes de développement commercial, et donc c'est assez éloigné des modèles très numériques dont on entend parler, qui pourraient prendre le contrôle de la mobilité. Oui, je suis complètement d'accord avec ça. On n'est pas sur un modèle économique de plateforme, en fait. Il y a vraiment des humains derrière sur le terrain. Nous, par exemple, on a 80 personnes qui, tous les jours, remplacent les batteries, suivent nos scooters. Donc, on est sur un modèle qui est pas du tout le même, et où, du coup, les acteurs tels que la RATP sont je pense, les mieux placés pour permettre le déploiement de ces services. Voilà. Il y a des ressources derrière. Et pour conclure, est-ce que vous auriez des conseils pour des entrepreneurs de la mobilité, pour des gens qui voudraient se lancer sur ce sujet-là? N'oublions pas le pouvoir fondamental que les décideurs publics ont. Le pouvoir, ça doit être la boussole de la façon dont vous construisez votre business model. Guillaume y revenait, c'est fondamental. On n'est pas non plus un marché qui est simple, puisque c'est un marché qui, la plupart du temps, est subventionné. Et même dans les cas où il n'est pas subventionné, les pouvoirs publics ont un pouvoir de régulation qui est direct ou indirect. Et nous traitons toujours, dans la mobilité urbaine, avec un bien public que sont les mètres carrés au sol. Les mètres carrés au sol, les couloirs de bus, les endroits où se stationner, on le voit bien au quotidien, sont un bien qui doit être partagé, qui doit donc être administré. Et donc les décideurs publics sont inévitables et nos business models doivent être construits vraiment en collaboration avec eux.
Oui, non, je suis complètement d'accord. Nous, dans notre démarche CityScoot, la première chose qu'on fait, c'est aller voir les villes, échanger et comprendre voilà, comment s'organise la mobilité sur le terrain et faire les choses ensemble. À Paris notamment, on est en discussion d'un projet de charte pour justement la bonne gestion de l'espace public et c'est clairement comme ça que je pense qu'il faut envisager la mobilité de demain. Et si vous aviez un seul conseil ou un mot-clé à donner aux entrepreneurs? Bon, je dirais la ténacité, forcément, parce que voilà, c'est quand même des modèles qui vont se construire aussi sur la durée. Alors sur ce sujet de la mobilité et du partage de mobilité aussi, il y a plusieurs acteurs qui ont fait un peu peur aux mairies et aux municipalités, notamment dans les vélos partagés. Comment vous résolvez ce problématique de s'intégrer dans l'espace public, dans un espace où les mètres carrés sont chers? Comment vous faites? Alors nous, déjà, dès le départ de la création de CityScoot, on a fait un gros effort de pédagogie auprès de nos utilisateurs. Donc nous, c'est déterminant de bien s'intégrer dans le paysage urbain. Et donc, on propose des formations déjà gratuites aux utilisateurs pour ceux qui ne maîtrisent pas les scooters. Et bien sûr, on les encourage à se garer sur des places autorisées et on répercute les PV s'il y en a. Donc voilà. Et puis, je rappelle qu'avec à Paris aujourd'hui, nos 80 personnes sur le terrain, l'intégralité de nos scooters sont vus tous les 48 heures. Donc un scooter qui serait éventuellement garé de manière très gênante, il est déplacé. Donc ça fait partie de notre modèle, un service responsable. Donc, et concrètement, on propose aujourd'hui aux municipalités avec lesquelles on discute des chartes de bonne conduite pour voilà, formaliser tout ça et ce qui les rassure grandement dans la gestion de cet espace public, puisqu'effectivement, même si c'est l'électrique et c'est partagé, c'est vertueux parce que ça encourage les gens à abandonner peut-être un véhicule individuel, il ne faut pas non plus que ça devienne voilà, la foire d'empoigne et qu'on retrouve des véhicules stationnés un peu partout. Mais clairement, ça fait partie de notre démarche dès le départ. On l'a vu, le groupe RATP investit directement dans les startups. Est-ce que c'est le seul mode de collaboration, de partenariat que vous avez avec les entrepreneurs? Alors en effet, nous investissons. On l'illustre ici avec CityScoot ou Citizen Mobility. Ça nous a paru être un levier important de la collaboration. C'est pour ça qu'on a créé il y a maintenant 1 an RATP Capital Innovation, qui est doté d'un montant de 30 millions d'euros pour ces investissements. Mais ça ne se limite pas du tout à ça. Au contraire, on a depuis assez longtemps dans notre ADN de faire de l'innovation qui est de plus en plus ouverte. Et cette open innovation aujourd'hui se concrétise certes par des prises d'investissement, mais c'est plutôt la partie la plus faible en termes d'activité. On fait beaucoup d'activités de co-innovation, soit en faisant intervenir sur nos ouvrages, nos espaces, nos services, des gammes de produits qu'on va intégrer de la part de certaines startups, que ça soit l'éclairage de nos stations souterraines avec de la lumière naturelle. On a travaillé avec une startup qui s'appelle Eki. On a travaillé avec des startups comme DC Brain qui font de l'analyse Big Data pour améliorer l'alimentation de nos caténaires pour éviter les pannes sur le RER A. Travail qui était passionnant et qui était techniquement très pointu, où ils nous ont beaucoup apporté en termes de technicité. Donc l'open innovation ne se limite vraiment pas à ça, elle est protéiforme. Très bien, merci beaucoup à tous les trois et à bientôt pour un prochain podcast sur ces sujets. Attenzione al gradino scendendo dal treno. Attention à la marche. Please mind the gap.